Bonsoir à tous, bienvenue dans ce grand format spécial énergie. Nous allons revenir sur les principales annonces du gouvernement, nous répondrons à vos questions et nous vous donnerons aussi des conseils très pratiques pour consommer moins d'énergie. Voici notre première invitée, Céline Caronda-Genis, conseiller de gouvernement, ministre de l'équipement, de l'environnement et de l'urbanisme. Bonsoir Céline Caronda-Genis. Bonsoir Sébastien. Le gouvernement princier vient de mettre en place un bouclier tarifaire pour limiter la hausse des prix de l'électricité. Concrètement, qu'est-ce que ça va changer pour les ménages ? Concrètement, cela va permettre aux ménages d'avoir un prix plafonné pour les ménages à 15% d'augmentation, ce qui paraît considérable. Mais sans cette mesure de bouclier, l'augmentation aurait été de plus de 55%. Les entreprises vont aussi bénéficier de ce bouclier tarifaire. À quelle hauteur ? Oui, c'est également une mesure qui s'applique aux entreprises à hauteur de 35 et 45% de plafonnement d'augmentation selon leur abonnement. Il y a deux types d'abonnements. Dans un contexte où ces 35% d'augmentation répondent à une augmentation réelle de 65% et les 45% de plafonnement à une augmentation réelle de 95% du prix de l'énergie. C'est-à-dire que pour les entreprises, le gouvernement a décidé de prendre en charge la moitié de cette augmentation et de demander aux entreprises d'assumer la moitié de cette augmentation par des mesures d'économie d'énergie dans leur fonctionnement. Ce bouclier tarifaire, il concerne l'électricité, pas le gaz. Il concerne effectivement que l'électricité cette année. Pour le gaz, nos approvisionnements nous permettent de ne pas subir la situation du marché pour l'instant. Alors les monégasques ont des questions très précises et très concrètes à vous poser. Voici la première. Pourquoi ces mesures n'entreront en vigueur que le 1er janvier ? Que se passe-t-il avant ? Alors concrètement, que se passe-t-il avant ? Rien, puisque vos tarifs sont jusqu'au 31/12/2022. Ils ont été construits sur la base des approvisionnements que nous avions fait, que la SMEG avait fait avec beaucoup de prévoyance avant la crise et avant l'envolée des prix. Donc c'est à partir du 1er janvier 2023 que les prix vont évoluer et que nous avons décidé, dans le cadre de cette évolution, de plafonner cette augmentation pour préserver l'économie des ménages et puis la compétitivité de nos entreprises en principauté. Autre question concernant les charges d'habitation. Quelles seront les répercussions sur nos charges d'immeubles, que l'on soit dans le secteur public domanial ou dans le secteur privé ? Alors, secteur public, secteur privé, même combat, il n'y a pas de différence. Aujourd'hui, le tarif de l'électricité s'applique sur l'abonnement et non pas sur la typologie de bâtiment. La seule différence que pourront avoir certains résidents, s'ils habitent dans des bâtiments qui ont déjà fait le choix de passer le cap de la transition énergétique, il est très probable que ces bâtiments aient déjà moins de consommation énergétique. Donc, de fait, moins de consommation, moins d'exposition à la hausse des tarifs. Les charges vont donc évoluer dans une moindre proportion que des bâtiments peut-être plus anciens qui n'ont pas encore fait ce cap vers la transition et qui là vont subir une évolution de leur prix. Quand bien même elle a été plafonnée par les mesures du gouvernement, ils la subiront de manière plus importante. Au total, combien va coûter ce bouclier tarifaire et comment sera-t-il financé ? C'est 30 millions d'euros que le gouvernement a inscrit dans ses budgets, sur les fonds donc, du budget de l'État, pour venir soutenir et surtout encadrer et limiter cette hausse de prix. Alors face à cette crise énergétique, les autorités donnent l'exemple. Plusieurs mesures ont été annoncées. En voici les détails. C'est l'une des mesures visibles en vigueur dès le 1er janvier. Les édifices publics ne seront plus éclairés après 22 heures. Même consigne pour les abribus. Objectif, faire des économies et inciter les commerçants à faire de même en éteignant le soir leurs enseignes. Autre décision très symbolique, le chauffage dans les bâtiments publics. La température sera limitée à 19 degrés avec une tolérance de 2 degrés supplémentaires. Des restrictions qui ne concernent pas le centre hospitalier, les maisons de retraite, les crèches et les écoles. Céline Caronda-Genis, en quoi est-ce important de donner l'exemple ? Il est difficile d'arriver à dire vous devez faire ci ou vous devez faire telle mesure si nous-mêmes, nous ne sommes pas exemplaires. Dans ce contexte, nous avons décidé que collectivement, au sein du gouvernement et des plus hautes instances de l'État, que cet exemple était important et donc il sera réglementaire. Alors il y a une autre annonce qui fait beaucoup parler. Écoutez cette question d'un petit garçon. Pourquoi la patinoire ne sera pas là cette année ?
Donc tu as raison, la patinoire ne sera pas là cette année et je comprends la déception dans le ton de la voix. C'est une décision qui a fait l'objet de beaucoup de discussions et d'échanges au sein du gouvernement, avec les membres de la mairie et plus encore. La patinoire est quelque chose d'important, d'attendu pour notre jeunesse chaque année. C'est un lieu de rendez-vous des vacances de Noël. Mais c'est aussi quelque chose qui consomme de l'énergie. Dans cette phase de crise, et en même temps, les jeunes sont aussi très sensibles à ça, donc je suis persuadée, en tout cas j'espère, qu'avec ces mots et ces explications, ils comprendront la démarche qui nous a animés. Mais pour autant, plus de glace, donc plus de patinoire, ça ne veut pas dire plus d'animation, plus de lieux ludiques, plus de rencontres avec les copains. Donc on s'est dit que cette année, ça allait être du roller sur cette patinoire et puis que c'était une manière de glisser un peu différemment. Et j'espère en tout cas voir plein d'enfants et j'espère aussi y aller pour me prendre quelques gamelles aussi avec eux. Alors, vous sensibilisez aussi aux éco-gestes. On a demandé aux Monégasques quels gestes du quotidien ont-ils adoptés pour réduire leur consommation. Voici leur réponse. On éteint tous les appareils en veille, c'est vrai, et j'enlève le Wi-Fi la nuit. Après, je ne sais pas si ça joue sur l'électricité, mais c'est vrai qu'après, c'est surtout pour les enfants, pour éviter qu'ils laissent tout allumé dans leur chambre quand ils passent d'une pièce à l'autre. J'allume assez tard la lumière, disons, tant qu'il y a le jour, et après, je fais des machines à laver le soir. J'éteins les lumières, rien d'exceptionnel. De toute façon, ça a énormément augmenté. Les machines à laver, tout ça, j'essaye de les faire à des heures creuses. Mais après, clairement, pour avoir 2 instituts de beauté à Monaco, je peux vous dire qu'on paye très cher. Je reste avec le bougie le soir, c'est vrai ça. Ah oui? Oui. Mais parce que j'aime le bougie, pour ça. Je commence à éclairer un petit peu moins généreusement mon appartement. Par rapport au chauffage, par exemple, de la salle de bain, on évite de l'allumer. Et alors, on n'a pas encore allumé le chauffage de façon générale en fait chez nous. Et donc, on est passé au bois à peler. Donc voilà, tout simplement. Essaye de ne pas utiliser le four trop. De lumière et tout ça, oui. Mais on essaye, c'est ça, oui. On essaye. Une réaction? C'est génial. Tout le monde s'approprie ces petites choses, ces petites astuces, et puis nous voyons bien que dans la plupart dans toutes les réactions, ce sont en fait les préconisations que nous avons souhaité mettre en avant de manière contraignante pour l'État, mais de manière recommandée pour le privé, et ça nous aide parce que s'ils ne sont pas concernés, le bouclier nous coûtera encore plus cher, et donc tout ceci est vertueux. Donc je note quand même que l'éclairage revient très souvent, donc c'est important. Je tiens juste à dire que pour l'éclairage, une mesure très importante de l'éclairage, c'est le changement de technologie des ampoules. Ce n'est pas nécessairement utile d'éteindre une ampoule sur 2. Par contre, on peut les laisser toutes les 3 allumées si ce sont des LED, puisque d'une ampoule à une LED, vous consommez à peu près 7% de moins sur le même équipement. Mettre en valeur également qu'aujourd'hui, le gouvernement accompagne aussi les changements du petit électroménager. Vous avez un frigo, un réfrigérateur un peu vieux qui consomme beaucoup. Aujourd'hui, c'est le moment où il y a une enveloppe spéciale d'aide qui permet d'accompagner ce changement vers un achat plus vertueux auprès de nos commerçants pour des appareils de catégorie A+. Évitons les chauffages mobiles individuels, privilégions le chauffage collectif avec les consignes de 19 degrés plus 2. Et une campagne de communication est prévue pour sensibiliser la population. Voici quelques-unes des affiches que nous retrouverons d'ailleurs en principauté et dans la presse. Merci Céline Caronda-Gioni. On vous retrouvera à la fin de cette émission pour parler des conséquences de cette crise et aborder les prochains défis vers la souveraineté énergétique. Mais d'abord, nous allons accueillir le directeur des activités électricité et gaz de la SMEG, Sylvain Didier-Jean. Bonsoir Sylvain Didier-Jean. Bonsoir. La SMEG assure la distribution du gaz et de l'électricité en principauté depuis plus d'un siècle, ainsi que la maintenance et l'exploitation de l'éclairage public. D'où vient l'électricité que nous consommons ? Alors techniquement, l'électricité vient de France, puisque nous avons des interconnexions avec le réseau français. Ça, c'est pour la partie réseau. Pour la partie production, une très grande partie de l'énergie électrique vient aussi de France, qui est sourcée par Monaco à hauteur de 75% en énergie renouvelable, principalement de l'hydraulique, mais aussi du photovoltaïque et de l'éolien. Et il y a aussi à Monaco une production locale, puisque les déchets sont traités, sont incinérés,
On produit la vapeur avec cet équipement, et la vapeur est turbinée pour fabriquer localement de l'électricité. Ça, c'est un premier sujet de production locale. Il y en a un deuxième, puisqu'une partie des toits, et de plus en plus des toits de Monaco, sont équipés en panneaux solaires photovoltaïques qui, localement, peuvent permettre de produire et de soulager un peu l'interconnexion avec la France. Et le gaz, d'où vient-il et comment arrive-t-il jusqu'en Principauté? Alors le gaz, c'est exactement le même fonctionnement. Il y a effectivement, la Principauté étant entourée par la France, le territoire français alimente à deux endroits différents, de la Principauté à l'est et à l'ouest, le réseau de distribution qui lui est propriété du gouvernement monégasque et qui permet à chaque consommateur de bénéficier du gaz, donc également la France. Ça veut dire, si je comprends bien, que notre réseau est exposé aux mêmes risques que la France? Alors, les réseaux en Europe sont complètement interconnectés, les réseaux de gaz et les réseaux d'électricité. Et bien évidemment, s'il y a un stress sur le réseau européen, ce qui est le cas aujourd'hui, on a peur de manquer de gaz en Europe et on a peur également de manquer d'électricité. C'est encore plus vrai en Principauté qui est interconnectée exclusivement par la France. Alors à ce sujet, écoutez cette question qu'un résident souhaitait vous poser. Y aura-t-il des coupures d'électricité cet hiver? Quels sont les risques? Alors, la question est difficile et la réponse est qu'on ne peut pas exclure aujourd'hui de coupure d'électricité cet hiver. Il y a une problématique de production, notamment en France, en Europe en général, mais notamment en France, où une grande partie du parc nucléaire est aujourd'hui en maintenance. Et donc ça veut dire que le parc nucléaire n'est pas en capacité de produire autant que d'habitude. Ça fait plus d'1 an qu'il y a une sécheresse, ce qui fait que l'hydraulique sur lequel on compte en hiver, la production hydraulique, n'est pas totalement disponible. Et si on rajoute les événements qu'on a vus, notamment en Ukraine, avec des problématiques d'alimentation au gaz de l'Europe, il faut bien comprendre que le gaz sert à chauffer, mais sert également à produire de l'électricité, notamment dans les pays du nord de l'Europe. Raison pour laquelle vous avez mis en place une météo de l'électricité, objectif informer et inciter la population à réduire sa consommation. Comment ça marche? Nous parlions tout à l'heure de coupures. Il faut bien voir que les coupures sont tout à fait évitables. Et ce sont les consommateurs qui aujourd'hui ont les clés en main. S'il fait froid, les foyers se chauffent, les entreprises se chauffent, et on va arriver sur des pics de consommation. On sait que les périodes délicates sont les périodes de semaine, donc du lundi au vendredi, de 8h à 13h, et de 18h à 20h. Donc là, il y a vraiment des pics de consommation à ce moment-là, et ce sont dans ces créneaux-là que potentiellement il n'y a pas assez de production. Donc les prévisions météo, comme je disais, sont très importantes, et bien évidemment, c'est quelques jours avant qu'on sait si le réseau est tendu ou pas. Alors à quoi correspondent les niveaux rouge, orange, vert? Alors vert, tout va bien, oui. On passe le cap sans difficulté. Pour autant, il ne faut pas oublier les éco-gestes pour, je dirais, faire en sorte que ces réseaux fonctionnent bien au quotidien. Quand on passe en orange, ça veut dire que le réseau est déjà en situation tendue. Il y a un peu de marge, on a un petit peu de marge en production comparativement à la consommation, mais là les éco-gestes sont les bienvenus. Dans les créneaux que j'indiquais, 8h, 13h, 18h, 20h, en période rouge, ça passe pas. Donc 3 jours à l'avance, ces signaux sont envoyés sur le site de la météo de l'énergie, qui est sur le site de la SMEG, smeg.mc. Il y a un bandeau qui circule, couleur verte, couleur orange, couleur rouge, 4 jours à l'avance. À J-3, nous prévenons la population, attention, situation rouge. La bonne réponse, c'est faire très attention à sa consommation, si possible la baisser, si possible décaler des usages. Je prends l'exemple du lave-linge ou du sèche-linge. On peut décaler à 22h un sèche-linge ou un lave-linge, ce qui permet de passer ce cap des périodes difficiles. En cas de voyant rouge et si la consommation ne baisse pas suffisamment, alors il y a un plan de délestage qui existe. De quoi s'agit-il précisément? L'idée du plan de délestage, c'est que si tous les efforts ont été faits à la fois sur le côté production et à la fois sur le côté consommation, les gens ont fait ce qu'il fallait en termes de gestes, il n'est pas sûr que nous ayons assez de moyens de production. Donc dans ce contexte-là, 3 jours à l'avance, on va envoyer un signal, c'est-à-dire une information client, par toute voie connue, donc SMS, mail, information média, pour dire attention, de 8h à 13h ce jour-là ou de 18h à 20h, il risque d'y avoir des coupures. Donc le plan de délestage, ce sont des coupures ou ce sont des baisses de tension de 5% sur le réseau qui permettent de passer. Concrètement, une baisse de 5%, ça représente quoi? Alors 5%, on reste dans les normes. Donc l'énergie qui est délivrée aux clients est dans les normes du réseau électrique.
Par contre, ça a un effet, c'est que certains systèmes, je pense notamment au chauffage, vont fonctionner normalement. Et comme la tension baisse de 5%, techniquement, ça veut dire que la consommation sur ces postes-là va aussi baisser de 5%. Donc cet effet normalement totalement indolore pour les clients. Le seul problème, c'est que ça a une durée de vie assez limitée. Il y a un effet de 1 à 2 heures. Et au-delà de ça, les automates reprennent la relève et on remonte sur une consommation normale. Alors le pire des scénarios, ce serait un blackout total. On entend souvent ce terme. C'est quoi précisément? Alors le délestage, c'est l'opposé du blackout. Le délestage, ce sont des situations maîtrisées, connues à l'avance et anticipables. Le blackout, c'est l'inverse. C'est une situation qui arrive par exemple par la perte d'une ligne. Imaginons qu'il y a un orage très violent au-dessus de Monaco, que des lignes disparaissent au niveau du réseau électrique français. À ce moment-là, cette panne peut engendrer un effondrement, donc il n'y a plus du tout localement assez de production en face de la consommation. Donc là, on est dans une situation qui est non maîtrisée et qui peut arriver à une coupure totale du réseau sur une durée plus ou moins longue. On a beaucoup parlé de l'électricité, mais cette modération, elle concerne aussi le gaz tout au long de l'année. Alors oui, il y a une analogie que j'aime bien faire, qui est celle de la voiture. Donc il faut imaginer que les réseaux sont constitués comme une voiture d'un moteur et d'un réservoir. Donc là, ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'était la situation de l'électricité. Il y a une pente à franchir, le moteur n'est pas assez puissant. Donc la seule solution, c'est de prendre une route qui est plus douce, c'est-à-dire consommer moins de façon assez ponctuelle. Par contre, le réservoir, il est plein, ça ne change rien, on arrivera à monter la pente et la redescendre. Pour le gaz, c'est un tout autre problème. Le moteur est largement suffisant. La question, c'est plutôt celle du réservoir. Et donc, on sait qu'on rentre en période hivernale avec des stocks qui sont pleins. Là, l'enjeu, c'est de sortir de l'hiver, cet hiver-là, avec des stocks qui ne sont pas vides, puisqu'on aura du mal à réapprovisionner en 2023 ce gaz. Et donc, toute la modération qui sera faite au cours de l'année, au cours de l'hiver, permettra de passer un hiver 2023-2024 dans de bonnes conditions. C'est ça l'enjeu du gaz. Merci Sylvain Didier-Jean d'avoir été avec nous pour ce grand format. On va voir comment les commerçants abordent cet hiver. Ont-ils changé leurs habitudes pour réduire leur consommation? Comment réagit la clientèle? Pour en parler, voici Virginie Adloff. Bonsoir Virginie Adloff. Bonsoir. Vous êtes la représentante des commerçants du Carré d'Or. Votre joaillerie se trouve d'ailleurs dans le patio de l'Hôtel de Paris. Le gouvernement appelle les entreprises et les commerces à faire preuve de modération énergétique. Qu'allez-vous faire à l'échelle du Carré d'Or? Alors, à l'échelle du Carré d'Or, nous avons déjà anticipé sur ce thème, puisque la plupart des boutiques sont déjà équipées de lampes LED, que ce soit pour les vitrines ou que ce soit à l'intérieur des boutiques. Le LED est donc ce sont des ampoules à basse consommation et qui durent également plus longtemps. Nous allons également suivre les recommandations du gouvernement monégasque en ce qui concerne le chauffage pour cet hiver et puis pour la climatisation un peu plus tard dans la saison. Et à l'échelle de votre joaillerie, que faites-vous concrètement? Alors chez Tazaki, nous éteignons la lumière le soir quand nous partons à la fermeture. Et puis également, nous mettons le système de chauffage en basse température pour la nuit, pour le dimanche. La maison Tazaki est très sensible à tout ce qui concerne l'environnement, puisque nous cultivons nos propres perles. Et donc, tout ce qui concerne l'environnement fait partie de la philosophie de la maison. Comment votre clientèle perçoit-elle ces éco-gestes, ce positionnement ? Écoutez, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes tous concernés. C'est vraiment du bon sens. Je crois qu'il faut simplement trouver le bon équilibre entre sobriété énergétique et le fait que nous sommes aussi là pour faire rêver nos clients et continuer de leur faire profiter de Monaco en cette période magique de fin d'année. Vous êtes aussi très sensible à d'autres mesures qui concourent à une démarche plus responsable et plus respectueuse de l'environnement. Je trouve Monaco très innovant pour tout ce qui est la mobilité douce. Actuellement, les bus sont gratuits dans Monaco. Il y a également le site de covoiturage Klaxit que moi j'utilise régulièrement et qui permet donc de mettre des gens en relation et qui enlève quelques voitures qui rentrent ou sortent de Monaco. Puis également ma consigne qui vous permet tous les jours d'avoir votre déjeuner dans quelque chose en verre et que vous ramenez. Ouais, ma consigne qui est d'ailleurs très utilisée par les commerçants du Carré d'Or. Merci Virginie Adloff. Merci beaucoup.
pour conclure cette émission, nous allons maintenant aborder les conséquences de cette crise énergétique avec Céline Carandagioni. Céline Carandagioni, d'abord un mot à destination de tous les commerçants de Monaco qui nous regardent et qui nous écoutent. Alors, tout d'abord, en premier lieu, je souhaite les remercier. Merci à eux, merci d'être au rendez-vous, de se saisir de cette question et puis de leur dire qu'ils ne sont pas tout seuls, nous sommes là. D'en profiter pour leur dire aussi que la mission de la transition énergétique organise des ateliers à destination des commerçants, donc ils peuvent s'inscrire. Il y a 3 horaires différents pour répondre au plus grand nombre. Dans ces ateliers, ils pourront partager leur quotidien, leurs gestes, comparer les éco-gestes entre eux et voir s'il y a des mesures, des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire et qui peuvent mettre en œuvre et qui peuvent leur faire des économies au-delà des mesures du bouclier que nous avons proposé et que nous avons mis en œuvre pour les soutenir et soutenir leur compétitivité. La crise que traverse toute l'Europe incite-t-elle Monaco à accélérer sa transition énergétique? Et quels sont les grands défis vers cette transition et vers cette souveraineté énergétique? Alors oui, la situation, la conjoncture actuelle a accéléré le processus. Nous l'avions accéléré avant d'avoir déjà les vraies tendances de chiffres. C'est une réflexion qui a été engagée il y a quelques mois. La souveraineté énergétique, c'est quoi? C'est la capacité pour Monaco d'être producteur d'énergie et pas de n'importe quelle énergie. Comme vous le savez, nous souhaitons être producteur d'énergie renouvelable puisque c'est le fil conducteur de notre engagement, de notre politique de transition énergétique. Nous avions à 2025 l'objectif de pouvoir produire 50% de notre consommation. Ces derniers mois, avant même d'avoir la stabilisation des prix, nous avons décidé d'accélérer pour être à horizon 2025 en capacité de produire 100% de notre consommation locale. Alors quand on dit 100%, moins on consomme, plus l'objectif peut être atteint. Donc vous voyez bien que c'est un cercle vertueux que seul le gouvernement ou les investissements publics ne peuvent pas tenir sans la population qu'elle soit résidente, économique. C'est vraiment l'affaire de tous. Monaco est souvent considéré comme un modèle, un laboratoire des énergies renouvelables. Comment renforcer ce statut ? Le renforcer, c'est toujours expérimenter, toujours être à l'écoute des innovations, tester sur notre territoire. Nous avons des circuits décisionnels qui sont courts, des partenariats publics-privés qui sont très performants, des privés très ingénieux qui nous proposent des solutions. Et nous devons être au rendez-vous pour tester ces solutions. Et aujourd'hui, cela donne des déploiements d'énergie, de production d'énergie renouvelable sur notre territoire, à la hauteur de notre territoire, donc évidemment qui n'arrivent pas à couvrir l'ensemble de la consommation. Quand je parle de ces moyens de production, je parle aux panneaux photovoltaïques. En l'espace de 5 ans, nous sommes passés de 500 mètres carrés à plus de 5000 mètres carrés sur les toits de la Principauté. Je pense aux boucles thalassothermiques que nous déployons, qui permettent d'utiliser l'énergie de la mer pour faire le chaud et le froid des bâtiments. Et c'était une technologie qui a elle-même été expérimentée déjà en 1960 en Principauté, que nous avons réutilisée, réindustrialisée avec le concours des partenaires privés. Mais pas que. Le challenge qui est devant nous, c'est celui de la production des énergies renouvelables pour couvrir la totalité de la consommation de la Principauté. C'est-à-dire que Monaco et la Principauté s'est doté d'un outil qui est Monaco Énergie Renouvelable, qui a pour vocation d'acheter des actifs de production en France. Pourquoi? Puisque nous nous approvisionnons en France. Et donc ces actifs, ce sont des fermes photovoltaïques, des parcs éoliens et toute autre possibilité demain. Et quand je dis cela, c'est parce que j'ai participé au forum sur l'hydrogène et nous sommes très attentifs à l'hydrogène, surtout pour certaines utilisations qui sont celles de la mobilité lourde, de la mobilité de chantier aussi. Merci Céline Carandagioni d'avoir participé à ce grand format spécial énergie. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Monaco Info.